Je suis ravie de pouvoir recevoir aujourd'hui dans ce salon du livre judiciaire qu'on appelle La justice en ses livres et auquel vous avez tout à fait votre place, Véronique Blanchard et Mathias Gardet, tous deux historiens je veux dire de l'histoire de la jeunesse. Hein, parce que lorsque l'on parle de l'enfance délinquante, on imagine forcément tous ceux qui ont commis des crimes. Or, à travers vos ouvrages, on comprend que on s'occupe davantage de la jeunesse, plus peut-être que même que l'enfance délinquante, parce que on a peur, c'est que cette jeunesse parte à la dérive et dans la mauvaise direction. Alors Véronique Blanchard est responsable du centre d'exposition Enfants en justice à Savigny-sur-Orge. C'est un centre qui a été un centre d'observation après 1945 et elle est également euh, rattachée à l'ENPJJ, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. On lui doit un livre précédent qui s'appelait Les mauvaises filles, portrait de la défiance féminine juvénile de 1945 à 1958. Je crois même que c'était l'ouvrage de thèse, hein, une belle thèse. Et elle a publié également avec Mathias Gardet Mauvaise graine, 2 siècles d'histoire de la justice des enfants en 2017. Mathias Gardet, lui, est historien. Aussi, il est spécialiste de la politique sociale de la jeunesse. J'aime bien cette approche politique sociale parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas suffisamment et qu'il faudrait pouvoir davantage expliquer, je pense, même à nos étudiants par rapport à tout ce que l'on peut avoir. On parle beaucoup de la justice sociale, on oublie de parler de la politique sociale et en ce qui concerne la jeunesse, c'est très important. Et il est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université, professeur maintenant, pardon, à l'université de Paris 8. Aujourd'hui, on présente 2 ouvrages. La parole est aux accusés, chez Textuel, que vous avez ici, qui est donc avec les 2 co-auteurs, Véronique Blanchard et Mathias Gardet, dans lequel on voit toute une recherche sur les archives de Savigny-sur-Orge. Et un deuxième ouvrage, L'Internationale des républiques d'enfants 1939-1955, coécrit par Samuel Bouisson, Mathias Gardet et Martine Ruchat. Alors ces 2 ouvrages ont des points communs. Ils ont des points communs. Tout d'abord, ils partent de la jeunesse de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et ils montrent comment, ils expliquent comment, eh bien, la société a cherché à reconstruire une jeunesse qui avait été abandonnée, qui avait souffert de cette guerre et pour laquelle, eh bien, on souhaitait lui redonner des valeurs. Je ne sais pas lequel de vous deux veut, peut-être Mathias va peut-être expliquer le contexte politique et social et Véronique la justice. Très bien. Merci. Oui, effectivement, c'est une même génération. En fait, c'est des jeunes qui sont nés avant la guerre, qui ont vécu pleinement la guerre dans leur toute jeune enfance, hein, ou le début de leur adolescence, et qui, au lendemain de la guerre, sont encore adolescents. Ça, c'est vraiment le point commun. Et je dirais le second point commun, c'est aussi le milieu social. Pour une grande partie d'entre eux, c'est plutôt, hein, des jeunes des milieux populaires. Par contre, ce qui les différencie, c'est que du côté de l'Internationale des républiques d'enfants, c'est vraiment le jeune victime de la guerre, et on va le prendre comme figure vraiment de l'enfant, de la victime civile par excellence de la guerre, alors que du côté de la justice des enfants, c'est des jeunes aussi qui seraient victimes de la guerre, et pourtant, là, on ne les prend pas comme des enfants victimes de la guerre, mais plutôt comme des enfants perturbés, comme des enfants déviants. Et on nie presque l'expérience de la guerre, alors que c'est exactement la même qu'ils ont vécu tous les deux. Cette République des enfants, en quoi elle consiste? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, la République d'enfants, c'est vraiment, c'est d'abord issu du bricolage de la guerre. C'est des collectifs d'enfants qui se sont retrouvés normalement pour le temps d'un été en colonie de vacances par exemple, et puis les encadrants, ceux qui s'occupaient d'eux, ils pensaient s'occuper d'eux le temps d'un été, ben ça, l'été a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et donc ils se retrouvaient très peu à s'occuper d'enfants assez nombreux, et souvent on a des figures par exemple d'instituteurs, et là ces instituteurs vont aller rechercher dans les méthodes d'éducation nouvelles des systèmes pour arriver à gérer un collectif avec très peu d'adultes.
et ils vont ressortir finalement des vieilles expériences qu'ils appelaient de self-government. Ouais. Donc l'idée, c'est on va laisser une partie de la gestion finalement de ce collectif aux enfants eux-mêmes, ce qui permet avec très peu d'encadrants adultes d'arriver finalement à gérer un collectif assez nombreux d'enfants. Et ça va assez loin, puisque c'est pour ça qu'on a le mot République, c'est qu'il y a l'idée du coup de faire élire aux enfants un simili-gouvernement. Il va y avoir même un tribunal d'enfants, donc les enfants vont jouer tous les rôles, et parfois on va même inventer une monnaie intérieure, on va leur faire publier un journal, et on va les voir gérer donc une banque, même parfois une coopérative, où ils vont acheter les produits de la coopérative, et c'est d'ailleurs toutes ces républiques, on va mettre en avant l'image de l'enfant qui se gouverne lui-même. C'est mixte ou... Alors parfois c'est mixte et parfois c'est séparé. Ça dépend vraiment du collectif original d'enfants qui a été accueilli, de la situation finalement. Souvent c'est des enfants réfugiés, alors quand c'était une colonie, c'est mixte. Quand c'était déjà un collectif d'enfants plutôt de garçons ou de filles, ça va être séparé. Ça dépend un petit peu des configurations. Ça peut être mixte ou non mixte. Véronique, peut-être par rapport à l'ordonnance de 1945. Oui, donc ce qui est très important dans ce moment 45, c'est bien sûr la fin de la guerre et c'est cette perception des adultes qu'il faut absolument s'occuper des enfants, des adolescents et de même ceux qui vont le plus mal. C'est ce que dit le préambule de la fameuse ordonnance du 2 février 45 et on va donc voir le monde des adultes, la société adulte qui va considérer que l'enfance est à protéger et qu'il faut donc essayer d'imaginer un système judiciaire qui soit très spécifique à ces enfants. C'est bien sûr un long cheminement et je ne vais pas revenir sur toute l'histoire qui précède 45. C'est un long chemin qui mène à ce 2 février 45, mais la guerre et la fin de la guerre est déclencheur de ce manifeste, on pourrait presque dire un manifeste pour ce qui est du préambule de l'ordonnance de 45, où on va mettre en place une justice des enfants qui se veut plus éducative que répressive, plus compréhensive que liée seulement à l'acte de délinquance commis par les mineurs de moins de 18 ans. Et on va créer en même temps que ce texte fondateur des juges des enfants, qui n'existaient pas précédemment, qui n'existaient pas avec la loi de 1912. On va aussi créer des professionnels spécialisés dans la rééducation des enfants, que sont les éducateurs et les éducatrices. Et c'est ce contexte-là qui met en place en France, non seulement donc cette justice plus éducative que répressive, plus compréhensive que centrée sur l'acte, et qui va donc organiser des lieux d'observation pour mieux connaître les mineurs qu'on a à juger. C'est-à-dire qu'on considère, avec l'ordonnance de 45, que ce n'est pas l'acte posé qui pose problème, que c'est plutôt pourquoi l'acte a été posé. Et donc ce que disent les premiers juges des enfants, pour reprendre une formule célèbre d'un juge américain, c'est que quand on vole un vélo, ce qui importe, c'est pas le vélo ou le vol de vélo, c'est pourquoi on a volé le vélo. Et qu'est-ce qui permet de comprendre qu'on ait volé le vélo. Et c'est comme ça qu'on installe en France des centres d'observation qui vont permettre à des professionnels spécialisés, psychologues, psychiatres, assistantes sociales, éducateurs, d'observer le mineur ou la mineure pendant 3 mois pour ensuite donner un tableau le plus exhaustif, complet, objectif possible qui permettra aux juges des enfants de poser une mesure, de décider, d'ordonner une mesure éducative la plus adaptée possible. Ce mouvement international qui promeut l'autonomie de l'enfant, quel soubassement politique il a? Est-ce qu'il y a un arrière-plan communiste derrière? Est-ce que dans des organisations patronales, au contraire? Dans quelle mouvance politique vous le situez? Alors, ce qui est très très étonnant, c'est que on voit émerger comme ça ce type d'expérience dans des milieux politiques ou des milieux même d'appartenance idéologique extrêmement variés. Et ce qui va donner l'international, qui donne le nom d'ailleurs à notre ouvrage, c'est finalement une initiative de l'UNESCO, juste au lendemain de la guerre, qui, faisant un grand bilan de la situation des enfants dans l'après-guerre, un bilan totalement apocalyptique de la situation des enfants, avec une idée au départ de l'UNESCO plutôt de s'intéresser à la reconstruction des écoles. Et très rapidement, les experts qu'elle envoie dans cette Europe en ruine vont dire « mais
l'école, c'est un problème presque secondaire vu la situation des enfants. Il faut, avant de penser aux écoles, il faut d'abord que ces enfants aient un foyer, aient une stabilité. C'est une catastrophe. On a des hordes d'enfants dans les rues. Il faut absolument reconstruire. Et ces experts, en visitant les différents pays, ont découvert que dans les modalités d'accueil, il y a eu un petit peu partout, comme ça, des mini-républiques d'enfants, et avec des créations tout à fait différentes. Faute d'adultes présents. Faute d'adultes présents, puis après avec une conviction assez militante. Et l'UNESCO, finalement, se dit il faut que c'est la solution idéale pour un petit peu racheter la situation des adultes. Et donc elle va convoquer en 1948 tous ces directeurs de ce qu'elle appelle au départ villages d'enfants. Une grande partie, en fait, c'est des républiques d'enfants. Et ce qui est très étonnant de cette réunion, c'est qu'on a alors un aéropage de gens, hommes et femmes d'ailleurs, extrêmement variés. On a des prêtres, on a des communistes, on a plutôt des socialistes, on a des médecins psychiatres, des pédopsychiatres qui s'intéressent. Dans beaucoup de pays européens. Alors, dans beaucoup de pays européens, beaucoup en Italie, pas mal en France. En Italie, on en a fait en France aussi dans une idée de décontaminer la jeunesse qui avait vécu le fascisme. Donc l'Italie, l'Allemagne, et d'ailleurs il y en aura eu un petit peu au Japon. Et donc cette réunion va créer une fédération internationale des communautés d'enfants, avec cet aéropage extrêmement varié qui sont animés, malgré leurs différences idéologiques, par la même utopie de la reconstruction. Ce qui est très intéressant, ça met en perspective l'Ordre de 45, parce que on voit l'Ordre de 45 comme étant un grand mouvement de régénération de la jeunesse dans notre pays, avec plusieurs courants politiques, notamment les courants catholiques, etc. Mais ce que vous montrez, c'est que c'est un mouvement général qui est inspiré par l'UNESCO et qui inspire énormément de pays dans le monde, qui mise sur la jeunesse avec un élan de reconstruction qui est partagé par tous les pays. Qui est fondamental pour comprendre ce qui se passe ensuite dans les institutions et pour les professionnels, et qui permet aussi de comprendre à quel point la France des années 50, alors même que la délinquance est exponentielle, va avoir plutôt le sentiment que ces enfants sont des êtres à protéger. Alors après, il y a tout un décalage entre le discours, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la comparaison de ces deux livres et de ces deux expériences auprès des jeunes. Il y a tout un décalage entre le discours et la réalité de ce que vivent les jeunes, que ce soit dans les républiques d'enfants ou au sein des centres d'observation. On donne la parole aux accusés, on donne des responsabilités à ces jeunes qui sont adolescents, mais bon, on sait que l'adolescence va jusque 21 ans, puisque la majorité était de 21 ans, donc c'est déjà des gens assez mûrs, avec en plus une histoire derrière eux, qui leur donne aussi un tempérament, des habitudes de liberté, etc. Et donc, après-guerre, on va vouloir mettre le grappin là-dessus. Alors, cette parole, on leur donne, mais finalement, est-ce qu'on leur donne vraiment, ces responsabilités ? C'est ça qui est très, très intéressant. Je commence, Mathias, et puis et après tu poursuis. C'est un des paradoxes dont on s'est rendu compte tous les deux en travaillant sur ces deux questions. C'est que dans les centres d'observation, réellement, on va donner la parole aux jeunes gens et aux jeunes filles. Il y a tout un dispositif extrêmement astucieux et bien pensé pour que ces enfants parlent et racontent. Qu'ils racontent leur vie, qu'ils racontent leur tempérament, j'aime beaucoup ce terme, je le reprendrai, qu'ils racontent leur tempérament, qu'ils racontent leur famille, qu'ils racontent la guerre, qu'ils racontent leur traumatisme, enfin qu'ils parlent. Donc ils peuvent le faire sous forme de rédaction, et comme on le dit tous les deux, les rédactions à l'époque, c'est très, très commun à l'école. Donc si on leur met un sujet qui est raconte-nous des épisodes importants de ta vie de ces dernières années, ils vont le faire sous forme de rédaction, et ils vont le faire assez librement. On les fait dessiner, on leur fait passer des tests aussi, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites par ces enfants dans les centres d'observation. Et ce qui est magique et magnifique et très bien mis en valeur par les éditions textuelles, c'est que les archives sont là. Donc on a la graphie des enfants, on a les dessins des enfants, on a toutes ces pages
aussi de correspondances qui sont parfois confisquées et qui sont donc dans les dossiers. Donc on a beaucoup d'éléments qui nous permettent, à nous, historiens, historiennes, 60 ans après, de dessiner les portraits de ces enfants et d'aller, d'entendre très clairement leurs voix, leurs aspirations, etc. Donc après, ce qui est intéressant, et ça sera une deuxième partie, là je vais laisser la parole à Mathias, c'est de voir à quel point tout ça est là, et on en fait très peu état. C'est-à-dire qu'on les fait parler, c'est sûr, mais on ne les écoute pas beaucoup et on ne prend pas en compte réellement cette parole. Dans les républiques d'enfants, c'est un peu autre chose qui se joue. Alors, dans les républiques d'enfants, ce qui est tout à fait fascinant, c'est quand on regarde le matériel iconographique qui a été produit, parce qu'on en a fait une très forte propagande. Dans tous les médias de l'époque, que ce soit le cinéma, que ce soit les plus grands journaux européens, vont aller visiter ces républiques d'enfants et faire des photographies. Et les républiques d'enfants elles-mêmes vont accumuler un matériel comme des reportages photographiques où elles vont vendre cette image de la république d'enfants. Oui, il y a pas mal de références à des films. J'ai trouvé ça très intéressant comme approche. Ça donne envie finalement d'aller regarder ces anciens films. Alors, parce qu'ils sont... Effectivement, quand on regarde ces anciens films ou quand on regarde ces photos, il n'y a pas d'adultes. Et on voit les enfants mener leur vie. Alors, on voit, il y a des scènes absolument croquignolesques de tribunaux. Alors, on voit le juge haut comme 3 pommes, avec son marteau en train de donner la justice. Il y a l'avocat aussi haut comme 3 pommes, qui est en train de défendre un accusé qui a exactement le même âge que le juge et l'avocat qui sont en train de le défendre. Et puis l'assemblée du jury, qui ont aussi 10, 12, 13, 14 ans. Et donc, avec ces photos où on voit le petit banquier, très sérieux, derrière son guichet, et on a toute cette mise en image où les adultes sont totalement absents, et on voit cette vie qui a l'air d'être menée pratiquement en autonomie totale par les enfants. Après, quand on creuse dans les archives, derrière l'image photographique, on s'aperçoit qu'en fait, les adultes sont bien là. Ils sont là non seulement pour surveiller, mais ils sont là aussi pour intervenir dans ce qu'ils estiment les dérapages possibles, d'ailleurs qui seront dénoncés par la suite, notamment dans le merveilleux ouvrage de William Golding, Sa Majesté des mouches, qui montre qu'une société d'enfants n'est pas forcément la société la plus juste, la plus équitable, qu'il peut y avoir des dérives si on laisse les enfants entièrement laissés à eux-mêmes. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ces enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. D'abord, ils sont placés contre leur gré. Ils n'ont pas choisi d'être là. C'est pas eux qui ont voulu constituer leur mini-société. Ils sont placés faute de mieux parce ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus de foyer, ils ont plus de lieu où habiter. On les a mis là d'office. Ensuite, il y a des encadrants. Il y a un directeur. Parfois, c'est un curé. Parfois, c'est un directeur, un couple d'instituteurs et qui mènent leur centre. Et on le sent et qui interviennent à tous les moments. Et même quand on a, à un moment, on a retrouvé un registre de l'Assemblée des jeunes qui est merveilleux, qui est tenu d'ailleurs par on voit bien que le greffier de cette Assemblée des jeunes, c'est un gamin qui doit avoir 13-14 ans, avec des délibérations qui sont extrêmement drôles. Parfois, on voit bien que c'est des délibérations d'enfants, mais constamment, en toile de fond, il y a l'allusion à l'adulte qui dirige, qui est en l'occurrence là, est un prêtre en Italie, et on me dit, mais si on fait ça, l'adulte va nous dire que ça va pas. Si on fait ça, l'adulte là va intervenir. Donc les enfants eux-mêmes finalement ont tout à fait intégré cette présence de l'adulte. Mais ces paroles des enfants et le discours un peu utopique que vous décrivez, cette mise en scène, est-ce que, comme par enchantement, on aurait effacé l'histoire pénitentiaire de la gestion des enfants délinquants ou en difficulté, telle que par exemple la décrit Jeunet dans Miracle de la Rose en particulier. Est-ce que finalement, par enchantement, on aurait fait disparaître la colonie pénitentiaire, la violence parmi les enfants, les violences sexuelles que décrit Jeunet en particulier? Est-ce que tout cela s'efface? Est-ce que à la fois le discours utopique enrobe tout ça dans un merveilleux rêve qui nous entraîne, et pourquoi pas? Et est-ce que les paroles des enfants restituent la souffrance que génère ce que vous dites, le placement, l'isolement, l'éloignement, etc. C'est ça qui est absolument remarquable dans ces archives, c'est de montrer à quel point on n'efface pas l'histoire. Et bien sûr que
les principes de l'ordonnance de 45 sont prometteurs dans les années 50. Bien sûr que la philosophie est là, mais dans la réalité, on n'efface pas 100 ans ou 150 ans de maison de correction. Et ce qui se passe à Savigny, qui est pourtant un lieu tout neuf à l'époque, ressemble beaucoup à ce qui pouvait se passer quelques années avant la guerre à Belle-Île-en-Mer, à Agnan ou à Saint-Maurice, c'est-à-dire la discipline, l'organisation institutionnelle, les violences parfois aussi institutionnelles sont très importantes. Et d'ailleurs, les enfants le racontent. Les enfants racontent la difficulté de se retrouver dans cette petite cellule, cette petite chambrette, comme on l'euphémise, à Savigny-sur-Orge ou à Chevilly, seul toute la journée, à dessiner, à écrire, certes, mais enfin à être enfermé, à être séparé de sa famille, de ses amis, de son fiancé. Tout ça, c'est écrit et c'est dessiné par les enfants. C'est extrêmement présent. Non, on n'efface pas l'histoire. Vous avez tout à fait raison. Et les enfants la racontent, cette histoire et cette dureté. Et là encore, j'insiste, mais c'est important, elle n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue par les adultes qui sont autour. Et de la même manière, mais je vais laisser Mathias le dire, dans les républiques d'enfants, la philosophie est là aussi. Mais après, il y a la réalité de qu'est-ce que c'est que d'organiser un groupe d'enfants. Alors déjà, l'utopie, elle ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, ce qui explique qu'elle soit tombée autant dans l'oubli, c'est-à-dire que dans l'élan vraiment de la reconstruction, du plus jamais ça, il y a notamment une idée extrêmement forte, c'est qu'il faut arriver à inculquer aux enfants ce qu'ils appellent la compréhension internationale. Donc il y a le projet le plus utopique, qui est d'ailleurs le lieu de la rencontre organisée par l'UNESCO, c'est ce projet en Suisse, d'une république d'enfants qui est à Trogen, au fin fond de la Suisse, dans la Penzelle, la Rhôde extérieure, donc vraiment à la frontière allemande. Et là, un médecin, quelqu'un qui avait fait des études de médecine et qui les avait abandonnées par la suite, crée un village totalement utopique où il a l'idée de construire des maisons nationales de pays anciennement ennemis. Donc on va faire la maison de la France, la maison de l'Allemagne, la maison de l'Autriche, la maison des Grecs, la maison de la Finlande, la maison anglaise. Dans les maisons, les enfants seraient éduqués dans leur langue et selon les principes du pays, mais le village serait un village monde où en grandissant et en cohabitant tous ensemble, ils apprendraient à se connaître, et d'ailleurs ils n'auraient même pas de problème de langue puisque c'est tous des enfants, ils se connaîtraient et du coup on n'aurait plus jamais la guerre. Évidemment, cette compréhension internationale, ce village va être rattrapé par la guerre froide. Et par la guerre froide, ce qui fait que très rapidement, on va dire oui, la compréhension internationale, c'est bien joli, mais il faut avant tout une bonne assise et une appartenance et un ancrage national. Et on va se déchirer d'ailleurs de ce village. Les pays, comme ça va être le cas de la Pologne qu'on étudie dans le pays, la Pologne devenue communiste va réclamer que les enfants polonais qui sont à Trogen puissent venir au moins en vacances en Pologne pour apprendre à connaître leur pays. Et une fois qu'ils vont partir en vacances, ils vont refuser qu'ils repartent en Suisse. Donc il va y avoir vraiment des guerres. Et il y a l'histoire aussi qu'on décrit qui est tout aussi aberrante des Grecs, des enfants grecs, qui, au lendemain de la guerre, il y a la guerre civile grecque, et le parti communiste qui s'est réfugié dans les provinces du nord de la Grèce part avec 25 000 enfants dans les pays communistes voisins, et là il crée des communautés d'enfants, et là, le gouvernement royal qui est revenu au pouvoir en grec va parler d'un kidnapping d'enfants, et c'est toujours une histoire extrêmement sensible jusqu'à aujourd'hui. Donc le tiraillement national va à nouveau l'emporter, et puis autant l'unanimisme est d'accord sur les enfants qu'on a considérés vraiment victimes de la guerre, autant le problème va très vite être rattrapé une fois que cette génération d'enfants de la guerre va grandir, va atteindre la majorité, et on va commencer à se dire, est-ce que ce modèle, on va continuer à le faire pour accueillir d'autres enfants, là des enfants normalement délinquants ou normalement cas sociaux, comme on disait à l'époque, et là on s'aperçoit que là on n'est plus du tout d'accord. Et que là, on est rattrapé plutôt par des formes beaucoup plus traditionnelles de prise en charge, et qui vont complètement enfouir ce modèle du self-government tel qu'il était pensé et qui va être du coup extrêmement critiqué. Vous terminez par le chapitre 12. Les communautés d'enfants sont-elles transposables aux enfants inadaptés ? Une interrogation. Moi, je pose la question à l'envers. Je renverse la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas plutôt le regard des adultes qui est inadapté par rapport à la vision qu'ils ont des enfants ?
Est-ce que l'ordonnance de 45 a encore des chances de pouvoir survivre de nos jours? L'ordonnance de 45 ne va pas survivre. Ça, c'est par contre quelque chose d'un fait historique certain, puisque le prochain code pénal des mineurs sera en place normalement en France à partir de mars prochain. Donc l'ordonnance de 45 sera bientôt feu l'ordonnance de 45. Il y a ça. D'abord, elle va pas survivre, mais il y a tout le problème qu'on pointe dans les deux cas, hein, du grand écart entre le texte, la philosophie, l'intention. On dit souvent cette histoire est un enfer pavé de bonnes intentions. Hein, c'est pas du tout qu'il y a de mauvaises intentions au départ. Hein. Les intentions des adultes sont tout à fait louables. D'ailleurs, on le décrit très bien dans l'International des Républiques d'enfants. Une grande partie de ces adultes eux-mêmes ont été totalement bouleversés par la guerre, ont eu leur vie complètement brisée par la guerre, sont eux-mêmes souvent des réfugiés, et c'est eux-mêmes qui prennent en charge des enfants en ayant connu eux-mêmes cette expérience-là. Donc l'intention des adultes est tout à fait louable. Après, le problème posé jusqu'à aujourd'hui, et qu'on voit très bien jusqu'à aujourd'hui, c'est quelle place on est prêt à laisser à l'enfant dans notre société. Et la parole de l'enfant continue à poser question. Ne serait-ce que dans la justice, à partir de quel âge on peut entendre comme témoin un enfant, à partir de quel âge la parole de l'enfant est recevable au niveau juridique. Et c'est tout le problème de la minorité-majorité. À partir de quand on peut inculquer à l'enfant un certain nombre de principes, à partir de quand il a une place dans la politique de notre société. On le voit très bien, et c'était une allusion que nous a fait un article de Mediapart qui m'a beaucoup éclairé, dans le cas de la jeune Greta, cette Suédoise qui, à 12 ans, a pris parole sur les questions environnementales. Les grandes critiques qui ont été faites, c'est pas tant sur le contenu de ce qu'elle disait, c'est le fait qu'elle ait cet âge-là, qu'elle soit une fille d'abord, et qu'elle ait cet âge-là, et qu'elle se permette à cet âge-là de prendre parole et de prendre débat dans notre société. Je pense que ça, c'est le... Et je pense que pour rebondir sur une question de Denis Salas tout à l'heure, la question du contexte est aussi très importante. Et le contexte de la République d'enfants, le contexte de la parole aux accusés, c'est l'après-guerre. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. Et du coup, la perception qu'on a des enfants, de la jeunesse, n'est pas exactement la même. Et il y a quand même dans l'histoire, en permanence, un jeu d'équilibre entre une jeunesse qui fait peur et une jeunesse qu'on pense à protéger parce qu'elle est indispensable pour la société. Alors je vous laisse deviner, percevoir à quel moment on est aujourd'hui du contexte et de nos relations aux jeunes et à la jeunesse. Très bien. Eh bien, avec la lecture de ces deux ouvrages, on aura peut-être une réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous beaucoup. Merci beaucoup de cette table ronde. Et nous avons eu précédemment celle d'Irène Frein. Avec Irène Frein, nous avons eu un appel à l'institution judiciaire à se soucier davantage des victimes. Et aujourd'hui, nous avons eu aussi, de cette manière, un appel aux législateurs qui réforment l'ordonnance de 45 en ce moment, non pas pour garder nostalgiquement l'ordonnance de 1945, mais pour peut-être garder l'esprit de l'ordonnance de 1945 à travers le nouveau code de justice des mineurs qui est actuellement en préparation. Et je pensais en vous écoutant aussi au film de Rossellini, Allemagne et les héros, qui livrait un message très désespérant de cette jeunesse d'après-guerre, cet enfant qui erre dans les ruines et qui tombe sur des adultes incapables de lui apporter une aide, qui sont au contraire des prédateurs à tout point de vue, et qui finit par se suicider au milieu de ces ruines. Et je trouve que ce message de l'International des enfants, celui de l'ordonnance de 45, vient de cette manière illuminer l'avenir de ces enfants en leur promettant un avenir éducatif digne de leurs aptitudes. Donc voilà, c'était pour conclure sur note d'espoir notre table ronde, qui sera suivie d'autres vidéos sur d'autres livres que nous avons retenus, qui nous semblent intéressants et capables d'éclairer l'histoire de la justice à travers plusieurs vidéos que nous allons réaliser, plusieurs auteurs que nous allons inviter et que nous allons restituer dans une capture d'écran qui sera présente sur notre site internet et relayée sur Twitter. Merci beaucoup.